On en vient donc au livre événement de Jean-Marie Bigard qui se vend extrêmement bien. On comprend pourquoi, puisque vous racontez tout, vous racontez ce que vous aviez commencé à faire ici il y a quelques mois, comment en l'espace de peu de temps vous avez perdu votre maman morte d'un cancer, votre père qui se fait assassiner quasiment dans la foulée, comment la famille éclate derrière, comment vous rencontrez l'amour, comment très vite on détecte une maladie à votre épouse qui vous empêche d'avoir des enfants et comment, avec votre caractère, votre côté battant, comment vous avez avancé dans la vie et comment vous avez surmonté tout ça. Je vais reprendre quelques phrases fortes de votre livre, vous allez me raconter pourquoi vous l'avez écrit, mais auparavant, quand on reçoit Jean-Marie Bigard, on a envie aussi de sourire, évidemment. Et pour ça, le mieux, c'est Bigard en chiffres, hein, avec Pierre Lapôtre, et ensuite vous nous racontez pourquoi vous avez écrit ce livre qui est extrêmement fort, Jean-Marie. Pierre Lapôtre. Ça fait 4 ans que je fais le vulgaire. Je voudrais bien décrocher un petit peu. Qui veut prendre le relais? Personne? Eh ben, puisque personne veut le faire, le vulgaire, eh ben, moi, je m'y recolle, bordel, la cul de putain de merde. Et ça fait en fait 20 ans que Bigard s'y colle. Entre-temps, avec ses culs, ses putains et ses merdes, il est devenu à 53 ans l'humoriste préféré des Français, le seul capable de bourrer Bercy en 2001, ou bien de rassembler 52 000 fans au Stade de France, un délire qui remonte à 2004. Putain, je me fous la pression tout seul, moi. C'est grand quand même, hein. Avec 8 spectacles qui ont drainé près d'1 million de spectateurs chacun, au total, Bigard a rentré 1840 fois son t-shirt dans son pantalon. Résultat... Il y a un magasin de couilles, quelque part Alors pour déchiffrer le personnage tout en restant au-dessus de la ceinture, mieux vaut sortir sa calculette. Quand il a rien à faire, Jean-Marie, c'est un type qui court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a dû parcourir, je sais pas, en jogging, peut-être 40 000 km. C'est le gars le plus généreux de la profession. En 18 ans, voilà un chiffre, je l'ai vu rincer l'assistance en boîte ou au restaurant pour un montant de 1 647 823,56 €. Soit 29,43% de ses revenus en 2005, 5,6 millions d'euros. Et plus Bigard est grossier dans ses spectacles, plus il gagne. Les gros mots, il en a d'ailleurs fait un véritable élevage. Record battu avec 2 vulgarités à la minute. Compteur à zéro. Top, c'est parti. Hier, je suis allé en boîte, ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage. La salope. C'est la salope, dans le cul, du cul. Elle avait déjà dû se faire tirer parce que... Vous allez se faire tirer. Tu la tires. Je la tire. Tu lâches une caisse, une grognasse. Ah, je déconne. Dégueulasse. Dégueulasse. J'observais une pétasse à la jumelle. Je sais pas ce que j'ai branlé, j'ai tout pris dans la gueule. Mais Bigard ne fait pas qu'enfiler des strings léopards, il a aussi endossé la casquette de réalisateur le temps d'un bide avec son film L'âme sœur, seulement 55 364 entrées en salle. Revanche prise au théâtre avec un carton dans les prestigieux habits du bourgeois gentilhomme, vu par plus de 100 000 spectateurs. Voici encore un petit déshabillé pour faire le matin mes exercices. Et Bigard, c'est aussi un homme de cœur qui, depuis 2001, a mobilisé les Français pour récolter 4 milliards de bouchons en plastique en faveur des personnes handicapées. Une générosité qui tient de la religion. 9 prières par jour pour la Vierge Marie et un nombre incalculable de méditations hindouistes. Explication de spécialistes. Jean-Marie Bigard, ça répète 108 mantras tous les soirs. Soit 108 fois ça. Spiritualité qui l'a aidé à surmonter les épreuves qui ont jalonné son parcours, car il y a 2 vies dans celle de Jean-Marie. Pile l'amuseur, face l'homme brisé qui cache ses blessures sous un slip kangourou. Rire pour ne pas mourir, une devise qui fait aujourd'hui le titre de son autobiographie. C'est toujours moins drôle quand on décortique, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est parce que c'est une bête d'amour qu'il rencontre tant de public. Merci François, merci François, merci. Ça finit bien grâce à toi. Une bête d'amour qui se raconte dans le livre chez Oédition, Rire pour ne pas mourir, Souvenir. Il y a pas mal d'éditeurs qui vous ont proposé de raconter votre parcours. Vous ne l'avez jamais fait, vous le faites cette fois-ci. Vous dites, j'ai 53 ans, voilà bientôt 30 ans que je cours pour échapper au chagrin, 30 ans que je fais le clown. Il m'arrive de me retourner sans cesse de courir et d'être épouvanté par la profondeur du gouffre. Oui. C'est une forme de quoi, de thérapie. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, je sais pas pourquoi, parce que c'était le moment, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que c'était dans l'air depuis un moment. Et puis dans ma carrière, j'ai fabriqué, moi, toutes les marches que j'ai montées. Hein. J'achète le ciment, les parpaings, je fais la marche et je la monte. Après, j'en fais une autre et je la monte. Et sans m'arrêter, justement, de peur de rouvrir la boîte de Pandore, qui était derrière moi.
ça m'a permis de vivre pendant depuis le début de ma carrière au point virgule jusqu'à maintenant. De fuir un peu aussi, Jean-Marie? Oui, et maintenant, je me dis que j'ai fait le Stade de France, j'ai monté mon Himalaya à moi, et donc je me dis ce serait peut-être pas mal que je dise à tous les gens qui m'aiment d'où je viens et qui je suis. Et je ne savais pas à quel point ça serait dur. C'est-à-dire, on a fait on a fait des cassettes au début avec Lionel Duroy, et au bout de 2 heures, j'étais baisé, quoi. C'est-à-dire que j'avais ouvert le coffre. Tous les diablotins étaient ressortis, et là, j'ai vu que je ne pourrais pas les rentrer tant que j'aurais pas mis le mot fin sur ce livre. Donc ça a été une thérapie incroyable, et je me suis juste accordé un seul vecteur, c'est d'être sincère, quoi. Et en fait, je suis très heureux, parce que beaucoup de gens lisent ce livre qui montre, m'a dit Maxime Le Forestier, mon ami, il montre le chemin de l'espérance à ceux qui l'avaient loupé ou qui ne l'avaient pas vu. Et c'est magnifique, parce que j'ai le sentiment que si on partage son chagrin, on en a moins. Et quand on partage son bonheur, on peut partager son bonheur en 1000, on en a toujours autant. Le chagrin, vous le partagez, vous écrivez, on va reprendre après les différentes étapes. Pourquoi ma vie ressemble à un long calvaire? Est-ce que tous ces deuils, tous ces drames qui ponctuent ma vie ont un sens quelconque? C'est la question quand, évidemment, on vous lit, après tout ce que vous avez traversé, qu'on se pose, c'est... on se dit clairement, quoi, il en a chié Jean-Marie Bigard, mais est-ce qu'il y a un sens dans tout ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a un sens dans tout ça? Ah, il y a absolument un sens, parce que c'est le sens de ma foi. Il y a un sens. Je pense qu'on vit dans un univers qui est en expansion. Je crois à la philosophie du un, non pas un Dieu qui tire les ficelles, un vieillard comme ça qui, de temps en temps, se fait mourir des milliards d'enfants quand il a envie, tout, pas du tout. Je crois que c'est un tout, et donc... je pense que si on a la foi et si on se dit voilà un obstacle qui m'est proposé, je suis certainement digne de le recevoir, donc je vais m'y coller. Donc, mais si je n'avais pas eu la foi, peut-être, évidemment, j'aurais peut-être sombré à plusieurs moments de mon existence. Vous avez sombré à plusieurs moments, Jean-Marie. Vraiment, j'ai jamais douté, quoi. Mais vous avez sombré à plusieurs moments et vous êtes relevé. La foi, par exemple, quand très tôt vous perdez votre maman, vous écrivez « Nous la découvrons de plus en plus souvent se tenant de ventre, marchant à petits pas comme pliée par une douleur sourde qu'elle a bien du mal à nous dissimuler. Et puis nous remarquons qu'elle maigrit au fil des semaines, elle ne se plaint pas, mais prend de plus en plus de médicaments anesthésiants. Les jours, les semaines passent. Ne lis pas tout, hein, parce que Tout le livre? Non, pas tout le livre. Hein. J'étais parti pour en lire une bonne partie. Par exemple, pour ma mère, j'ai senti tout de suite, parce que j'ai ça depuis tout petit, j'ai senti qu'on allait dans le mur, j'ai senti qu'il était possible que ma mère meure. Je voulais pas y croire du tout, quoi. Mais j'ai vu le coup arriver, j'ai essayé de freiner comme je pouvais. Ma mère disait, quand mes enfants... Elle me disait ça tout le temps, hein, quand mes enfants seront élevés, je pourrai partir. Donc, à 20 ans... je lui faisais des câlins comme un enfant, parce que j'essayais de lui dire regarde, attends, je suis pas élevé encore, je suis encore tout petit. Puis ça n'a pas marché. Vous vouliez profiter aussi du peu de temps qui vous restait avec elle, Jean-Marie? J'ai profité. Ça a été ce qui était terrible à la fin, c'est qu'elle avait un cancer du pancréas, donc les médecins avaient coupé des gaines de nerfs pour pas qu'elle souffre trop, mais ils nous ont dit il y en a pour 3 jours, et puis ça a duré 1 mois. Donc, tu vois, ça a été très pénible, parce que nous, tous les jours, hein, les 4 enfants, on disait « Meurs, hein, je te jure, hein, vas-y, fonce, hein, libère-toi », tu vois. Et c'était interminable. On a vécu après le dernier moment comme une libération. Quand vous dites « La foi m'a permis d'avancer », on va raconter la suite, mais vous avez trébuché, pas tout de suite après la mort de votre maman. 6 mois après, vous écrivez que ça vous a fait mal comme une bête féroce tellement je souffrais, une bête saignée à mort, surgissant de la nuit et se mettant à rugir, à hurler, à sangloter. Je ne pense qu'à ce moment-là, il a pu y avoir sur Terre une seule personne qui ait plus de charge que moi, c'était pas possible. La douleur était si violente que je crois véritablement mourir. Je tombe malade, je passe mes jours et mes nuits à pleurer, je me noie. Oui, je décris ma douleur. D'ailleurs, ce livre, quand on le lit, il est le livre de tout le monde, parce qu'en fait, il nous ramène à tous, à nos chagrins. Tout le monde a perdu quelqu'un, un être cher et tout. Donc, c'est ça qui est fascinant, c'est que les gens le lisent comme s'ils lisaient presque leur vie, quoi, quelques détails spectaculaires près. Et ils se disent, merde, ce mec, il s'en est sorti, quoi. Donc, je pense que ça donne la pêche. Ce que vous dites... oui, excuse-moi, Marco. Il y a justement beaucoup de gens qui soulignent la fragilité de Jean-Marie, avec notamment Bernard qui nous dit « Derrière ta grosse paire de couilles, il y a un petit cœur qui bat. » Ouais, c'est très charmant. Ça aurait pu être le titre du livre. Moi, j'aurais mis un gros cœur qui tâche. Ce gros cœur, quand vous dites à un petit détail près, vous parlez d'un détail, je sais bien que c'est une façon de
de vous protéger par les mots. Un an après le décès de votre mère, votre père se fait assassiner. Ouais, bah, c'est un fait divers, hein, crime passionnel, tout, mais moi j'ai l'impression que j'ai même pas rangé les habits dans l'armoire. Hein. J'ai l'impression que c'était hier que j'ai l'impression que j'ai ressorti ma veste noire, je l'ai renfilée, puis je dis allez hop, on y retourne. Après, départ, quand vous êtes soulagé. Quand le téléphone sonne, je me dis tiens, qui est mort, tu vois Vraiment, vous avez Ah oui, bah, tu tends le dos, hein, quand tu as été frappé deux fois, tu tends le dos. Mais si tu veux, ce que je raconte plutôt, c'est que j'avais presque l'œil sec à l'enterrement de ma mère et que j'ai mis 6 mois. Il faut vachement se méfier parce que quand on prend un coup dur, on ne l'accepte tellement pas qu'on ne le rentre pas dans le disque dur. Hein. Et au bout de 6 mois, un matin, je me suis levé et puis là, j'ai dit merde, ma mère, elle est vraiment morte. J'ai compris que j'ai pu intégrer qu'elle était morte et là, j'ai attaqué une dépression magnifique, formidable. Hein. J'ai pris ce qu'il y avait de plus gros, de plus cher et ça a été... et à peine relevé, il y a le décès de votre papa. Au début, vous n'êtes pas soulagé, mais presque vous vous dites qu'il a voulu la rejoindre parce que... J'avais un petit sentiment de... Je me disais, la souffrance était trop forte pour lui. Je me disais, au moins, elle est plus toute seule. Sauf qu'en fait, il a donc été assassiné. Oui. Et là, les phrases sont extrêmement fortes dans le livre. Vous mettez vos tripes sur la table. Oui, bien sûr. Son martyre nous saute au visage tout de suite. En entrant dans la maison, les murs de la cage d'escalier sont maculés de sang. Oui. Tout au long de la descente, il a laissé la marque de ses doigts ensanglantés comme s'il cherchait à s'accrocher, à ne pas basculer dans le vide, tout en fuyant son agresseur. Oui. Il a rendu son dernier souffle dans le vestibule, alors qu'il tentait de quitter la maison par la porte de derrière. C'est là que les secouristes et les policiers l'ont découvert. Oui. En fait, il s'est fait finir par un coup de carabine dans la nuque, mais il a cherché donc échapper au truc. Quoi. Donc effectivement, là, c'était pas un film, hein, c'était bien dans tout l'escalier, ça a été un événement aussi assez marquant. Mais il n'y a pas que ces 2 événements-là. Le livre raconte tout depuis tout petit. Et quel est mon parcours et pourquoi je ne gagne toujours qu'au 5e set. Je ne gagne jamais au 3e set. Et je dois sauver 18 balles de match à chaque fois. Mais c'est là qu'est le signe pour moi de Dieu, c'est que je dois me battre pour obtenir des victoires, mais quand j'obtiens mes victoires, elles sont belles. Et après, quand maintenant je me dis, mais j'aurais pu couvrir mes parents de cadeaux, je me fous une grande claque dans la gueule, parce que je me dis non, si ça n'était pas arrivé, je ne serais jamais devenu qui je suis maintenant. Ce qui vous a fait partir. Tout est absolument lié, quoi. On ne peut pas renier le chemin, parce que c'est le chemin qui m'amène ici à parler de mon livre avec toi. C'est ce qui vous a fait quitter votre région. Ces drames, il y en a eu d'autres. La mort d'un ami proche. Vous partez, vous êtes effondré de chez vous. Sauf qu'en partant, vous laissez une cigarette allumée. L'appartement prend entièrement feu. Et là, vous vous êtes dit, ça va, quoi. Je m'en vais. Et tout ça, ce sont des signes absolument incroyables. C'est-à-dire que comme si le bon Dieu avait dit, mais tire-toi, putain, de cette ville, quoi. Va faire autre chose, ne reste pas ici. J'avais le sentiment d'être... comme un lapin entre les pieds du chasseur, tu sais, avec le fusil ici, tu vois, et le chasseur qui dit « mais tire-toi, je ne veux pas te dégommer, là, je ne vais même pas pouvoir te manger ». Tu vois, donc c'est le coup de semonce, quoi. Et donc, du coup, je viens à Paris, une ville que j'aime pas tellement, je suis connu chez moi. À Paris, je suis un illustre inconnu, tu vois, donc ça me fait peur. J'y vais, je repars, et puis je m'aperçois qu'il faut absolument que je m'en aille de cette ville et que... Et il faut être reconnu à Paris. C'est ça le moteur aussi, Jean-Marc. Il faut être reconnu. Le Stade de France, c'est pas pour rien des années après. Le côté comme ça, c'est pas... Il y a une histoire dans tout ça. C'est pas juste le type qui veut bourrer le stade, c'est le type qui veut être aimé et qui veut... Au début, je veux bourrer le point-virgule, tu vois, on joue où là, il y a 100 places. Payant, 7 jours sur 7, tu vois. Mais c'est magnifique parce que je revis, ça c'est une autre tranche. Je me dis, voilà, c'est ça que je veux faire. Et là, j'ai plus aucun doute, je veux faire ça. Et depuis tout petit, parce que comme Jean Dujardin, il disait, je regardais les clochards, je dis, je veux pas être ça. Moi, je me rends compte après la relecture du livre qu'en fait, je voulais pas rentrer dans le rang, quoi. C'est-à-dire, je voulais pas aller... Je savais exactement ce que je voulais pas. Je voulais prendre ma retraite, déjà, de 18 à 20 ans, parce que ça me semblait plus logique que de la prendre de 60 à 65, si tant est que tu y arrives, hein, parce que tu peux mourir avant. On a bien compris. Donc je m'étais dit ça, la retraite, je vais la prendre, c'est fait, comme ça on est tranquille. Et puis après, tout sauf ce que ma famille voulait que je fasse, c'est-à-dire que je rentre dans le rang et que je travaille, que j'aille à l'usine ou que je fasse un travail quelconque. Il n'y avait rien qui m'intéressait, donc c'est pour ça que faut dire aux parents, il ne faut pas désespérer, hein. Des fois ça vient un peu tard. Hein. J'ai quand même été un beau branleur, hein, jusqu'à 22 ans.
Et puis j'ai commencé à travailler quand ma mère donc, était sur son lit de mort et je lui ai dit maman, je travaille. J'ai travaillé 18 heures par jour et après, j'ai plus jamais cessé de travailler. Vous parlez de spiritualité, ce qui vous a permis de tenir debout. C'est assez présent par hasard dans le parcours des uns et des autres ici. Je ne sais pas pour vous, Madame Guigou, mais je crois que vous, David, le bouddhisme, c'est quelque chose qui est important dans votre vie. Très important. On en parlera tout à l'heure. Mais important comment pour vous, David? C'est vrai que le bouddhisme, je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on se connaît, on en a souvent parlé tous les deux. Je ne sais pas, on cherche quelque chose quand on est meurtri par certaines choses de la vie, comme tout le monde, quand on a des manques. On cherche à se rassurer par différentes méthodes. Et c'est vrai que le bouddhisme, j'en ai jamais parlé parce que c'est devenu une mode à un moment donné. Ouais. On en a beaucoup parlé. Et moi, si c'est pas du bouddhisme, hein, mais c'est de suivre la philosophie d'un maître indien. Quoi, à ce propos, Jean-Marie, votre maître spirituel vous a-t-il aidé à écrire Le Lâcher de salope ou c'était La réponse est non. Et donc, David, pour vous, le bouddhisme, ça vous a permis quoi? Oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé aussi. Et j'allais voir quelqu'un aussi comme toi qui a des moments, pendant des moments difficiles, m'aidait à voir la vie d'une façon un petit peu meilleure. Quoi. Vous, Abdelmalik, vous êtes converti à l'islam, vous. Je suis musulman. Depuis l'âge de 16 ans. C'est ça. On va en parler aussi tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous a fait prendre ce chemin-là? C'est un questionnement. Là, on parlait des difficultés de la vie qui font qu'à un moment donné, on se rend compte de la relativité des choses. Et en réalité, il y a quelque chose que Jean-Marie a dit qui est très juste, c'est qu'on est un, en fait. Ouais. C'est-à-dire vraiment que ce soit son histoire ou notre histoire à chacun, c'est toujours d'une certaine manière de rassembler un peu, je dirais, on a tous une sorte de morcellement intérieur. Et on travaille à recoller les morceaux, finalement, pour être en paix avec nous et en paix avec les autres. Et c'est ça la spiritualité. Et qu'importe finalement le visage que ça prend, qu'importe le véhicule qu'on emprunte. Exactement. Moi, j'ai le véhicule de l'islam, un tel, il aura un autre véhicule. L'essentiel, c'est finalement d'être en phase avec soi et avec les autres. Absolument. D'ailleurs, religion vient de religio, c'est-à-dire se relier à Dieu. Exactement. Qui est déjà dans notre cœur. Le but est déjà atteint. Il ne faut pas avoir peur de le louper. Il est déjà là. Donc c'est ce que dit aussi ce livre. Mais tu as vraiment très très raison. Toutes les religions sont des boutiques, des enseignes qui nous font nous tourner vers Dieu. Et de toute façon, on plie toujours sous le joug de quelque chose, que ce soit le pouvoir, tu peux être le prince du cul et avoir des problèmes de pognon, tu vois, ainsi de suite. Le seul, c'est le professeur Leibovitz qui dit, le seul joug qui te libère de tous les autres jougs est le joug de Dieu. Donc, finalement, ils sont sages. Mais si je peux me permettre également, je voudrais dire que la spiritualité, ça va aussi au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont des personnes spirituelles, véritablement. C'est-à-dire que c'est vraiment ce rapport à la vie. Après, encore une fois, à chacun de trouver le véhicule qui lui correspond. Vous êtes croyante, madame? Écoutez, moi, je n'ai pas l'habitude de parler de Dieu. Non, oui, parce personnellement, que je pense... pas comme Madame Royal qui cite la Bible régulièrement. Pas parce que moi, je crois que quand on est une personne politique, je crois qu'il faut observer une certaine neutralité dans l'expression. Mais ce qui me paraît très intéressant, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que il y a toutes les formes. Ça ne vous a pas intéressé tellement. C'était un vous collectif, Jean-Marie. Ça a été formidable. Il y a toutes les formes de spiritualité. Et ce qui est important, c'est de se dire que d'abord, il faut penser à des valeurs, il faut penser à ce qui justement relie aux autres. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que quand on écoute Jean-Marie Bigard, on se dit aussi quand même que des histoires comme ça aide à relativiser beaucoup de choses. Hein, parce que, bon, là, on voit, quand on est confronté au malheur comme ça, on se dit, bon, le reste, c'est quand même beaucoup l'écume des choses. Hein. On parlera tout à l'heure de l'écume, ça fait aussi la vie, l'écume, mais ça fait aussi partie des plaisirs, l'écume des choses. On en parle tout à l'heure. Pour terminer, Jean-Marie. D'ailleurs, je cite une phrase de mon maître indien qui dit à la fin du bouquin, qui dit ne ramassez pas les cailloux qui vous ont fait tomber. Ils vous ont déjà fait tomber. Ne les emportez pas avec vous parce que votre sac va être trop lourd. Donc lâchez-le, laissez-les où ils sont. On peut toujours s'en souvenir. Mais ne les emportez pas avec vous, donc j'espère que j'ai laissé tous mes gros cailloux dans ce livre. Il manque un truc dans le livre, Jean-Marie, si je peux me permettre, en tout cas dans ma curiosité personnelle à votre égard, où on comprend bien votre parcours, on comprend bien tout ça. Il n'y a pas de ponctuation, Jean-Marie, et c'est très fatigant à la fin parce qu'on n'arrête pas de lire. On se dit, mais avec le chemin de vie qu'il a parcouru, il faut qu'il soit papa, ce gars-là. Il faut qu'il adopte. Ça serait génial, mais pareil, on n'a pas jeté encore l'éponge, hein.
Ma femme, elle s'est fait niquer les 2 trompes, donc dès le début, au bout de 3 mois de mariage. Vous le racontez dans le livre. Encore la mienne. On ne le refait pas en même temps, Jean-Marie Bigard. Et on a vu là encore, donc on va pas jeter l'éponge, mais je te l'ai dit tout à l'heure, on gagne qu'au 5e set, nous, donc on garde espoir. Mais donc, vous êtes prêt à la paternité, Jean-Marie. Et si ça passe pas... Je suis archi prêt, ça sera le plus beau cadeau. Et je veux dire, j'y suis encore plus prêt maintenant que j'ai écrit ce livre. On sent ça, on sent que vous avez fait le chemin et que maintenant vous êtes ouvert à ça. Ça peut passer par l'adoption. Absolument. Et les deux, ça serait franchement génial. Mais vous savez que ça passe souvent comme ça. Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais vous savez, ça se passe souvent comme ça. Souvent, quand on a un agrément d'adoption, à ce moment-là, ce qui était bloqué naturellement se débloque. Ça arrive chez beaucoup de... Ça provoque un truc psychologique qui fait que tout d'un coup, ça se met à fonctionner. Ouais, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Jean-Marie Bigard. Rire pour ne pas mourir. Et le DVD cadeau, Jean-Marie, pour tout le public ce soir. Ah oui. Le dessin de 2 lignes. Pour les malvoyants, c'est écrit en gros mots. Ouais. Mon DVD cadeau, merci à vous. Bigard au Stade de France, le bourgeois gentilhomme, Bigard bon merci, mon psy va mieux. Rire pour ne pas mourir. Et il y a le premier... Et surtout là-dedans, il y a le premier chapitre de mon livre qu'on peut lire à la télé. Et c'est génial, c'est une idée que j'ai eue. Qui marche bien. Merci. Le spectacle de Jean-Marie Bigard du 27 septembre à Angoulême, au Zénith, les 28, 29, 31 décembre. Les bénéfices des 2 dernières représentations, celles du 30 et du 31 décembre, seront versés au profit de plusieurs associations, dont l'association de Stéphanie Fugain pour le don de plaquettes, l'association Laurette Fugain, le cancer et les puits du Niger de mon ami Laurent Baffy. Très bien. Merci beaucoup Jean-Marie Bigard. Vous restez avec nous.